Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Digital France School, vous ne connaissez probablement pas cette école numérique d'un nouveau genre et vous ne savez probablement pas que la personne derrière ce projet est un Marocain. Mahjoub Bayassine, l'enfant d'Agadir, vient de se voir décerner le trophée de l'engagement sociétal pour l'inclusion dans l'emploi des mains du préfet du Val d'Oise en région parisienne. À l'heure où la France et particulièrement la région de Cergy, une ville voisine de Conflans-Sainte-Honorine, vit un moment dramatique avec son lot de tensions, ce prix décerné à Digital France School montre une voie alternative pour l'insertion des plus jeunes par l'emploi en repêchant les exclus du cursus scolaire et de l'employabilité. La clé pour Mahjoub Bayassine, le numérique, sa passion, lui qui a fait une thèse sur l'intelligence artificielle. Ajoutez à cela la solidarité, l'écoute, l'entraide intergénérationnelle, tout autant de plugins 1.0 au logiciel de Digital France School pour reconnecter les jeunes à la société. Pour découvrir le concentré d'intelligence, loin d'être artificiel, de ce projet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mahjoub Bayassine, en direct au téléphone depuis la région parisienne. Bonjour Mahjoub. Bonjour. Comment ça va? Donc, vous êtes président fondateur de Digital France School. J'espère que tout va bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, ce trophée, qu'est-ce que ça représente pour vous, le franco-marocain, fils d'Agadir? C'est, je pense, un accomplissement, un encouragement pour votre projet, votre investissement dans l'employabilité des jeunes français et même étrangers de la région parisienne. D'abord, c'est une grande fierté pour le travail accompli. Donc, c'est un trophée que j'ai dédié à l'équipe pédagogique. Donc, c'est un travail d'équipe, aux apprenants qui, eux aussi, donc, dans notre projet, sont partie prenante de cet écosystème. J'ai dédié à toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation pour rendre les choses un peu plus faciles pour les personnes qui sont en difficulté. Donc l'égalité est au cœur du pacte républicain, mais derrière les mots, il s'agit d'offrir les mêmes droits et les mêmes opportunités à chacun. Et pour nous, l'égalité, c'est l'équivalent de... Ça, pour nous, tout de suite, c'est l'accès d'abord à l'emploi qui donne une dignité. Et c'est pour cela qu'on œuvre tous les jours. Et c'est tout naturellement que nous avons, bien sûr, candidaté. Et tout naturellement, apparemment aussi, que nous avons été retenus. Parce que c'est pour nous un engagement quotidien, un combat. Un combat d'aller chercher les jeunes qui sont souvent désœuvrés, à qui on va trouver des jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui se sont rejetés, et à qui on dit non, ce n'est pas parce que vous êtes justement marocain, étranger, que vous habitez dans un quartier populaire, que vous êtes en situation de handicap, que vous êtes une femme seule, que vous avez eu un accident de vie, que c'est la fin du monde, que voilà, ce n'est pas le numérique a cette capacité de casser en fait les barrières. Donc c'est du travail. Tout à fait. De travail. Vous avez parlé des difficultés de vie. Alors justement, avant de rentrer dans le détail de votre projet, de cet ambitieux projet qui vient de remporter un trophée, parlons un petit peu de votre vie, parce que vous avez parlé des difficultés de vie des apprenants que vous accueillez dans votre école, mais en réalité, vous-même, vous avez eu un parcours qui a été fait de haut et de bas. Alors justement, revenons un petit peu sur votre histoire. Donc vous êtes un enfant d'Agadir, racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors je suis enfant de tribus sahraouis. Mes parents étaient des nomades. Donc de la région de Guelmim. Ouais. De la région de Guelmim, d'ailleurs. C'est les tribus, d'ailleurs, du Oued Noun Aït Yassine. D'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait pas les noms
au Maroc. Et donc, mon père, tout de suite, il a dit Aït Yassine, donc il a donné comme nom Yassine. Ouais. Et donc, il se déplaçait donc, à la recherche de l'eau avec leur troupeau. Et là où ils trouvaient de l'eau, ils s'installaient. Donc, ils sont allés jusqu'à Binimella, d'ailleurs un autre qui s'appelle Ben. Et ils sont revenus à Agadir et ils se sont installés dans Agadir, dans un endroit où ils ont appelé Riem, les tentes. D'accord. Donc, voilà, et bon. Et mon père a eu l'idée ingénieuse de dire, voilà, pour vivre, il venait de se marier avec un âge, ça, il disait, je vais vendre de la viande de chameau à ces Sahraouis. Voilà. Donc mon père était boucher, et sincèrement, nous avions une vie heureuse, une enfance heureuse, donc, pour vous. Une enfance heureuse. Bon, ça allait très bien. Mon père a acheté un petit appartement en centre-ville à Agadir, alors que sa boucherie était dans les bidonvilles de Sienne. Et puis, quand j'étais en quatrième, à l'âge de 13 ans, je pense, mon père a été terrassé par un cancer. Ouais, voilà, donc là, c'est le drame pour votre famille. On était à peu près, je dirais, dans la classe moyenne et on s'est retrouvés sans rien. On avait un loyer de 50 dirhams à l'époque qu'on ne pouvait pas payer. Et mon père avait beaucoup d'ambition. Il venait d'acheter une maison, un appartement en plein centre-ville d'Agadir, à côté de la municipalité, parce que la famille s'agrandissait, on était 9. Mais il y avait un locataire qui ne voulait pas sortir, etc. Donc il y avait des difficultés. Mais quand il était mort, on ne savait pas où. On ne pouvait même pas payer ce loyer. Donc on est allé habiter dans les magasins, en fait, dans les magasins au rez-de-chaussée, donc sans aucune intimité. Voilà, on rentrait par là-bas. Et en fait, c'est l'école qui a été un petit peu votre bouée de sauvetage dans ce cataclysme pour un enfant, un jeune adolescent. Vous avez trouvé refuge, ou en tout cas, vous avez trouvé une béquille via l'école pour pouvoir résister et devenir ensuite suivre tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, que tout revient à ma mère qui je rends hommage aujourd'hui, et je rends hommage à toutes les femmes de façon générale, et surtout aux femmes marocaines qui se battent au jour le jour pour justement un avenir meilleur pour leurs enfants, qui sont un peu la colonne vertébrale de la société. Et donc, une mère qui était analphabète, mais qui me disait tous les jours, Job, l'issue, c'est l'éducation. Le jour où tu n'as pas appris une lettre, tu as perdu ta journée. Donc, alors qu'on n'avait pas de quoi manger, sincèrement, on buvait du thé à la menthe et du pain chaque midi, matin et soir. Mais l'éducation. Donc, travail. Donc, en seconde, j'arrivais pas à suivre les cours parce que la perte du père, que je commençais à peine à parler, à communiquer, etc. Mais je me suis accroché. Et puis à un moment donné, quand j'ai eu le bac, j'ai eu quand même une bourse qui à l'époque, Sa Majesté Hassan II m'a donné au meilleur de trois meilleurs, je crois. Donc une petite bourse, mais une bourse quand même. Pour aller étudier à l'étranger, c'est ça? Pour étudier en France? Voilà, pour aller étudier en France. Donc l'idée, pour moi, parce que tout de suite, je me suis dit, d'accord, les études, le bac, donc un bac en poche, mais je me suis dit, pour pouvoir aider tout le monde, parce qu'il y avait quand même 9 personnes, il y avait 5 plus jeunes, donc pour pouvoir les aider, il faut d'abord m'en sortir moi-même, il faut d'abord aller au bout. Donc il faut faire des études, il faut trouver un travail. Donc d'ailleurs, dès que j'ai eu la première bourse,
Ben, j'envoyais 100 dirhams, des 500 dirhams que je Pour votre recevais famille. à ma mère. Voilà. Donc, je suis allé faire des études à Nancy, donc Ouais. des études de maths physique, donc une licence de physique. Mm. Et après, je me suis dit, ben non, il faut que je crée une boîte. Donc, je vais laisser tomber la physique et je me suis retourné dans l'informatique. Voilà, il faut créer une boîte dans l'informatique. Donc, je suis venu à Paris. Mhm. J'ai fait une licence d'informatique et j'ai commencé à partir de la licence d'ailleurs à travailler en même temps. Donc, j'étais prof dans des écoles, par choix, dans des écoles, dans des quartiers difficiles. Mhm. Donc, beaucoup plus difficiles que les quartiers du Val d'Oise. Oui. Donc, des quartiers de Seine-Saint-Denis. Donc, Aubervilliers, Pontin, Mhm. Saint-Ouen, voilà. Par choix, parce que je me disais, c'est là où je dois apporter des choses. Donc, Mhm. je devais avoir 24 ans, les jeunes qui étaient en terminale, en bac professionnel, Mhm. je devais avoir 20 ans, donc on avait à peu près le même âge. Ils n'en avaient rien à faire des maths. Mhm. Mais tout de suite, on mettait les choses au point dès le début. Je disais, voilà, je sais que vous n'en avez rien à faire des maths, mais je trouve que je suis un peu plus âgé que vous et que je connais des choses, je connais un peu certaines choses que je vais vous apprendre, qui vont vous servir dans votre Donc vie. vous étiez Mais très tôt, surtout, même déjà à l'époque étudiant ou jeune, vous étiez déjà porté à donner des cours, à transmettre vos connaissances aux autres, notamment des quartiers populaires. des quartiers populaires Mm. et surtout à les transmettre d'une autre manière. Ouais. Euh, donc d'une manière où je commençais tout de suite. D'ailleurs, au bout de la deuxième année, j'ai eu un proviseur qui est venu et donc je demandais à l'ancien, au plus vieux professeur, plus grand professeur, le plus âgé, Mhm. plus ancien, d'assister, mais il ne voulait pas parce qu'il me dit comment tu fais. J'ai dit voilà, moi je dis aux élèves de se mettre en groupe et de travailler ensemble et c'est Mhm. eux qui font le coup. Mhm. Alors il m'a dit c'est anti-académie, il va se faire ramasser. Pour lui, c'était Mais, une absurdité ou pédagogique. voilà. Mais pour moi, c'était évident parce que quand les élèves rentraient, ils étaient la majeure partie du temps, ils étaient en atelier, ils bougeaient. Mhm. Donc quand ils venaient, quand je faisais au début mon cours, comme ça, ça ne les intéressait pas. Ouais. Mais quand je les faisais travailler ensemble, eh bien c'est autre chose. Donc Ah, ils comme quoi. s'intéressaient et Ouais. ils apprenaient des choses. Et donc, quand j'ai eu le proviseur, l'inspecteur qui est arrivé, il a commencé à regarder ça de façon un peu béatement. Et puis, après, il s'est levé, il a commencé à travailler avec Avec les les élèves. élèves. Mm. Et puis, il m'a dit, mais où est-ce que vous avez appris? Je dis, je n'ai pas appris. C'est l'expérience. C'est Oui, l'expérience du bon, terrain, en fait. c'est l'expérience de la vie. Oui, Il fait que effectivement. on sait, bon, voilà, c'est comme ça que je sens, c'est comme ça que je sens. Et puis, voilà. Elle me dit, c'est des pratiques pédagogiques que nous sommes en train de tester dans d'autres. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Alors, il y a eu d'autres Et- expériences de la vie, puisque vous avez créé, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez créé des entreprises entre la France et le Maroc, hein, à cette époque, et vous avez participé à des projets, même au Maroc, dans le domaine informatique, hein, si c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, tout de suite, après mon DEA d'informatique, Ouais. tout de suite, j'ai créé ma boîte rue de Rivoli à Paris, donc dans le premier arrondissement, avec la Générale des Eaux. Et toujours là aussi, avec 0 francs, 0 centimes. Donc, j'ai proposé à la Générale des Eaux de lui développer son générateur d'application bibliothèque, Mhm. qui était à l'époque 300 000 francs pour 100 000 francs. Mhm. Et je demandais juste un ordinateur un ordinateur et un bureau. Voilà. Ouais. Et donc, on a commencé. Au bout d'un mois et demi, voilà, ça marchait. Et donc, le directeur général m'a avancé l'argent pour avoir le capital pour Créer la société. pour créer la société. Et on a commencé. Donc, et on développait en fait les sites, les sites Minitel pour toutes les compagnies de la grande de la Générale des Eaux, Oui. donc pour qu'ils travaillent entre eux. Et puis en marchant, donc à côté, donc à rue de Rivoli, je suis allé à la place de la Concorde et j'ai vu la map, l'agence presse marocaine. Ouais. Je suis allé, je dis voilà, pourquoi la map n'aurait pas un 3615 AFP, un 3615 MAC,
Comme l'AFP, par exemple, et d'autres. Comme l'AFP, par exemple. Ouais. Voilà, j'ai rencontré un grand monsieur, un grand ami qui s'occupe de la Russie, qui était directeur de la MAP, Oui. c'était les années 90. Alors il m'a dit, moi je n'ai pas de budget, mais je vais voir à Rabat. Et un mois après ou 3 semaines après, il est revenu, il me dit, voilà votre projet, non seulement il est retenu par le gouvernement, mais pas pour la MAP, mais pour le Maroc. Donc voilà, on va vous demander de faire un 36-15 Maroc. Ah oui. Ça coïncidait avec l'année du Maroc. Donc le 36-15 Maroc, vous êtes derrière, le, comment on peut appeler ça? C'est un site Minitel, hein, c'est ça pour. Alors les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. Le Minitel était une technologie propre à la France. C'était l'ancêtre d'Internet, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et donc vous êtes derrière le 36-15 Maroc. Le 36-15 Maroc, qui devait être d'ailleurs inauguré par Sa Majesté Hassan II, l'Armo. Et bon, le projet s'est arrêté, toute l'année du Maroc s'est arrêté à cause du livre de Perrault. Mais on a travaillé pendant des mois et on a développé le 36-15 Maroc, qui est en fait l'équivalent d'un site internet. Quand vous voulez le dire aujourd'hui, www.maroc.gov.ma. Et vous avez développé d'autres sites, hein, enfin des sites Minitel, des sites internet. Vous avez aussi eu cette occasion. Je crois que vous avez développé le site du ministère de la Communication, c'est ça, c'est bien ça, en 2004. Alors bien sûr, donc comme était au ministère de la Communication à Rabat, donc on a collaboré pour développer le premier site internet du Maroc. C'est le premier site internet. Premier site du gouvernement marocain. Du gouvernement. Voilà, du ministère. Oui, du gouvernement. Voilà. Je crois que c'était véritablement le premier site peut-être du Maroc. Donc ça a été en fait lancé par le gouvernement, par le ministère de la Communication. Donc on avait appelé d'ailleurs, comme M. Rocher a appelé Mincom, le ministère de la Communication, Mincom Ilaykoum. La Mincom qui existe toujours. On a mis en place, déjà à l'époque, quelque chose d'extraordinaire. On avait mis un annuaire de tous les Marocains du monde. Ah, d'accord. Pour qu'ils puissent travailler entre eux. Pour créer un réseau. On a créé ce réseau-là, alors qu'à l'époque, c'était très très difficile que les gens se connaissent ou même pour l'État de les inviter. Ça, et c'est de là où après, et maintenant d'ailleurs, le ministère des Marocains à l'étranger peut inviter tous les Marocains partout dans le monde. Donc on a créé un annuaire donc par pays, par ville, par métier, pour que tous les médecins du monde travaillent ensemble, etc. Donc c'est un travail colossal. On a travaillé par la suite avec l'Office national marocain du tourisme sur le premier site du tourisme, donc marocain. Donc oui, vous avez aussi participé au rayonnement du Maroc à l'international et notamment sur les marchés touristiques. Donc on le voit en fait, vous avez toujours été partagé entre la France et le Maroc, hein, vos deux identités, vos deux pays. Accélérons un petit peu au niveau de votre biographie. En 2017, vous avez eu un autre drame dans votre vie. Hein. Vous avez parlé du premier drame, la perte de votre père, l'Arhmo. Et en 2017, un autre drame, j'allais dire, en tout cas un pépin de santé. Racontez-nous aussi. Et c'est ça qui va vous donner d'ailleurs, qui va être un petit peu le moteur pour Digital France School. Oui, bon, voilà. Donc, voilà. Trois artères bouchées à 90%. Je me retrouve au centre médical, au centre cardiologique du Nord de Saint-Denis, et je rencontre un cardiologue extraordinaire qui est devenu un ami, et qui me dit, monsieur, c'est extraordinaire. Autant ce qui vous arrive, vous n'avez aucun facteur de risque. J'avais pas de cholestérol, il n'y avait pas de parents qui n'avaient ça. Autant normalement vous aurez dû ne plus être là normalement. Normalement c'est fatal, ou en tout cas vous seriez dans une situation dramatique.
Et vous Bah, étiez normalement, debout sur vos deux jambes. voilà, il me dit normalement c'est un AVC Ouais. direct. Là, c'est très rare de voir trois artères bouchées à 90%. Et voilà, il me dit, ça veut dire que vous tenez à la vie, mais quand même, il y a quelque chose, peut-être, monsieur, dans votre vie qui ne va pas. Mm. Alors, réfléchissez-y. Et je dis, bon, c'est vrai, je vais réfléchir. Et Mhm. donc, Donc, vous avez été opéré. après les 12 heures de l'opération, voilà, j'ai demandé un stylo, j'ai commencé à rédiger, à écrire, digital, school, etc. Je disais, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Et alors, je dis, voilà, je me suis rappelé que les meilleures années de ma vie, c'est quand je transmettais, quand j'étais prof dans les quartiers populaires. Et donc, j'étais fier à l'époque d'aider ces gens-là, même si je sentais aussi l'injustice qu'ils vivaient. Parce que je retrouvais des jeunes qui étaient très intelligents, qui se retrouvaient dans des lycées professionnels alors qu'ils auraient pu faire des études supérieures tout à fait normales. Mais ils étaient là parce que justement, ils ne sont pas nés avec une cuillère en argent, parce que ils n'avaient pas les parents derrière qui pouvaient les aider, parce qu'ils n'avaient pas, voilà, pour diverses raisons. Et donc, ces moments-là étaient magnifiques. Je connaissais le monde de l'informatique, donc les besoins des grandes entreprises. Donc, en termes, je travaille avec l'inventeur de la carte à puce, et donc on mettait à disposition à des boîtes comme la boîte de Roland Moreno, de l'inventeur, ou Ingenico, qui sont les fabricants, leur mettent à disposition des ingénieurs, donc avec des coûts importants. Donc on connaît les besoins, donc des besoins en compétences techniques, en compétences de développement. Et puis en même temps, je dis, ben voilà, donc il y a quelque chose, c'est une équation bizarre. À la fois, il y a de la demande, il y a des compétences des entreprises ne trouvent pas preneurs, et puis de l'autre côté, on a beaucoup de nos concitoyens dans des quartiers difficiles qui ne travaillent pas. Et qui ont juste besoin d'être formés, et d'avoir leur chance pour être employés, gagner en employabilité. Tout à fait. Donc, c'est de là est né Digital France School, et ça vous a permis de former. Alors justement, parlons-en. Vous avez, je ne sais pas si on peut appeler ça une promotion. Quelle est la taille un petit peu de la promotion du groupe que vous formez à chaque fois? Des jeunes, peut-être même des fois des moins jeunes. C'est quoi? C'est une vingtaine, une trentaine ou plus de jeunes et moins jeunes d'apprenants? Non, on forme des groupes de 24 personnes. Donc, au-delà, on ne peut pas les... Ce sont des formations qui sont sur tous les plans, mais vraiment sur tous les plans, pas seulement sur le... Pas seulement sur le niveau technique. Pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan affectif, sur le plan d'investissement. C'est très intense. Très intense. On ne forme pas des jeunes qui ont un passif très très lourd. Je dirais à qui on a toujours dit pendant des années, depuis peut-être même leur naissance ou depuis leurs premières années de l'école, qu'ils étaient des bons à rien. On ne les forme pas facilement. D'abord, il faut leur redonner confiance. Il faut les mettre sur pied. Il faut les suivre tout le temps. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Donc, d'abord, il faut les identifier. Donc, pour les identifier, la première fois que je suis allé voir Pôle emploi, et d'ailleurs après je suis allé le dire au préfet, Pôle emploi, ils me disent, mais monsieur, nous, on ne croit pas dans votre projet. Vous n'allez pas nous faire croire que vous allez prendre des jeunes des quartiers populaires qui n'ont pas le bac, que vous allez en faire des développeurs, des informaticiens qui vont gagner 3 000 €. C'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. Alors, donc, il fallait que je le fasse tout seul. Donc, un travail sur les réseaux sociaux, mais surtout un travail sur le terrain. Donc, on allait sur les marchés,
on allait voir les gens sur les marchés, on allait rencontrer les gens partout. Et c'est effectivement difficile de leur faire, de les convaincre que, eh bien, pour développer, pour apprendre un langage, pour apprendre à réaliser un site Internet, il ne faut pas sortir du Saint-Cyr, mais il faut beaucoup de travail. Alors je disais, voilà, moi tout ce que je vous demande, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous voulez vous en sortir? Si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment vous en sortir, moi je serai là derrière vous jusqu'à la fin, je ne vous lâche pas, jusqu'à ce que vous ayez un emploi. Donc je serai derrière vous et je mettrai à votre disposition tous les moyens. Donc on met à votre disposition un ordinateur, des formateurs, des locaux spacieux, pas seulement des locaux, des chaises et des tables, mais un espace de détente, un espace un espace de vie. Donc c'est pas, voilà. Donc, et vous avez tenu promesse puisque ils ont réussi à s'insérer dans la vie professionnelle, partis avec même pas un bac en poche et sortis avec un... Alors c'est quoi? C'est un diplôme niveau bac plus 2, vous me disiez hors antenne, c'est ça? Tout à fait, c'est un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail, bac plus 2. Donc ils peuvent, voilà, donc on a une des grandes fiertés l'année dernière, on a pris un jeune qui n'avait même pas encore 18 ans, alors qu'on n'avait pas, entre guillemets, on prend que les jeunes qui sont à Pôle emploi, donc à partir de 18 ans. Ouais. Donc et ce jeune-là, non seulement il a eu son examen haut la main, donc son bac plus 2, mais en plus de ça, maintenant, il a refusé toutes les demandes qui lui ont faites les entreprises et il fait son master. Donc, ah oui, donc il retourne à l'école finalement pour obtenir donc des études longues pour obtenir un master et donc avoir sanctionné son parcours académique avec un diplôme bac plus 5 pour le coup. Voilà. Donc bravo. D'abord, c'est un titre professionnel bac plus 2 pour des gens qui n'ont même pas le bac, pour des gens qui ne rêvaient jamais d'avoir même un brevet ou un bac. Et ils peuvent... nous, l'objectif, c'est l'emploi. Donc, c'est l'emploi tout de suite, c'est l'emploi... S'ils veulent continuer avec nous, ils peuvent continuer parce que nous mettons en place aujourd'hui des formations au niveau bac plus 3 pour les personnes qui sortent de chez nous, et ils peuvent aller dans toutes les formations de France. Ensuite, oui, tout à fait, ils peuvent continuer. Voilà. Alors, vous avez fait énormément pour les jeunes de la région parisienne, notamment depuis Cergy, la ville où vous êtes installé, mais récemment, vous avez eu aussi l'occasion de faire un saut au Maroc dans le cadre d'un projet qui est encore au début, mais un projet similaire, donc Digital France School, mais au Maroc, à Guelmim, la région d'où vous êtes originaire ou d'où vos parents sont originaires. Racontez-nous un petit peu aussi, en 2 mots. Je connais l'ampleur de la tâche au Maroc. Oui. Au Maroc, les besoins sont énormes. Et on les connaît, et donc ça fait toujours mal de voir des personnes, des fois surdiplômées qui ne travaillent pas. Le secret de la réussite des formations que nous dispensons, c'est d'abord une pédagogie nouvelle, une pédagogie active, c'est-à-dire que les personnes qu'on forme, on les forme directement. C'est 90% de pratique et 10% de théorie. Donc, on les forme directement sur des projets d'entreprise. Et donc, ce qui leur permet et une relation étroite avec des entreprises. Tout de suite, on va voir les besoins des entreprises qui sont dans le territoire. Voilà. Et donc là, par exemple, sur Guelmim, pour aller droit au but, sur Guelmim, vous avez un partenariat avec des entreprises françaises pour essayer de travailler pour le projet futur, pour qu'il soit inclusif et qu'il y ait de l'employabilité directement sur Guelmim. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on a eu la chance de rencontrer et de connaître Mme Barka Bouaïda, donc, qui finance... qui préside la région Guelmim-Ouadnoun. Dans un premier temps, la fondation
Bouaïda. Donc, en fait, à l'issue d'une rencontre l'année dernière à Casablanca, j'ai invité Mme Barka Bouaïda à un forum des élus franco-marocains. Et il y avait le maire de Cergy, et on parlait, en fait, on était plus sur un projet de festival du Maroc en France. Donc le festival est devenu une école, un projet d'école. Voilà. Quand le maire était fier de ce qu'il a réalisé, ce que nous avons réalisé. Ouais. Donc il n'a pas arrêté de parler. On a parlé de ce projet-là, de la formation au numérique. À la fin, Mme Bouaïda a dit, moi, je veux en mettre ça à du meilleur. Je lui dis, c'est ce que je veux faire aussi. Je ne veux pas, connaissant l'ampleur de la tâche, je ne veux pas lancer cela à Casablanca ou dans une grande ville, etc. Je veux lancer à une échelle humaine, doucement, donc avec des gens qui sont aussi convaincus comme vous. Donc on a besoin de personnes qui connaissent le terrain, qui sont du territoire et qui peuvent nous aider, parce que nous, tout seuls, on peut rien faire. Donc, on a besoin de tout du gouvernement marocain, de l'État, de l'influx institutionnel et des acteurs locaux pour pouvoir mener à bien ce projet qui est effectivement délicat. Eh bien, écoutez, on vous souhaite évidemment le même succès à Guelmim qu'à Cergy, et qu'il y ait de nombreuses promotions de Digital France School. Ça va s'appeler aussi pareil, Digital France School, ou bien il y aura un autre nom? Alors, en fait, nous avons signé pour ouvrir 5 écoles au Maroc, dans les provinces sahariennes. Donc, d'accord. Guelmim, Sidi Oufni, Tantan, Dakhla, et ça va s'appeler Inch'Allah Digital Sahara School. Ah, super. Mais il y a Digital Maroc School sur tout le Maroc, donc avec déjà une signature sur Inzigan, à Gadir, voilà, et à Ouarzazate. Donc, les projets sont en train d'être mis en place. Nous, l'objectif, c'est toujours le même, c'est l'emploi, c'est donner une dignité aux jeunes, à nos jeunes, c'est trouver un emploi, c'est leur permettre de leur mettre le pied à l'étrier et donner une trajectoire à leur vie. À leur vie, bien sûr. Oui. Eh bien, on vous souhaite on vous souhaite plein de succès dans les provinces sahariennes. Effectivement, il y a besoin d'aider les jeunes, d'améliorer l'employabilité des jeunes. Mais nous sommes au sud et au nord. J'ai eu une demande même au nord pour ouvrir à Husseima. Donc, Inch'Allah. Il y a des demandes importantes. Eh bien, merci beaucoup, Marjoub Bayassine. Je rappelle, vous êtes président fondateur de Digital France School. Bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Faites entrer l'invité spécial éméreux. Vivre avec vous.